Depuis quelques années, j'entends souvent parler les Syriens d'art, de politique en même temps. Je parle avec eux aussi. Et je suis toujours frappée par le degré d'intensité des débats. Et ce qui me frappe aussi, c'est le degré d'intensité des œuvres. En fait, les œuvres que je suis allée voir à Malakoff et qu'on verra demain, elles sont vraiment très frappantes. C'est-à-dire qu'en effet, très certainement, dans le temps long, il y aura, comme le disait Farouk tout à l'heure, un travail d'écrémage, de tri, etc. Mais moi, je suis quand même très impressionnée par l'abondance des œuvres fortes qui évoquent la révolution et la guerre. Et pas seulement, qui évoquent tout simplement le vécu syrien, l'expérience syrienne dans le monde et le monde avec cette Syrie-là, je dirais. Intensité, mais aussi subtilité, puis distance ironique et humoristique, c'est vraiment ce qui me frappe beaucoup dans la plupart de ces œuvres. Et aussi dans beaucoup des interventions que j'ai entendues. Alors, je voudrais revenir sur cette espèce de récit qui, de temps en temps, ressemble presque à une espèce de storytelling sur l'explosion de la créativité. On devait parler de la révolution visuelle. Au fond, on n'a peut-être pas parlé d'ailleurs tant de la révolution visuelle que de cette explosion de créativité à nouveau. Et si on revient toujours devant cette explosion, parce que c'est qu'en effet, elle nous méduse en fait. Et je crois qu'elle l'a médusée, elle méduse tout le monde, de l'intérieur et de l'extérieur, mais plus encore peut-être de l'extérieur. On est extrêmement impressionné. En tout cas, moi, je le suis de plus en plus. C'est un peu le récit, ça ressemble à un récit de miracle en fait. Et j'utilise ce mot miracle en songeant à ce que Hannah Arendt a dit de la révolution comme miracle. Le miracle, elle en a fait une catégorie politique. Elle a dit que c'était un concept politique, qu'il n'y avait pas de révolution, qu'au fond la révolution c'était un miracle profane et qu'il y avait la révolution c'était le mystère du commencement qui est celui aussi de la vie et que la grande difficulté des révolutions évidemment c'était de faire durer le temps du commencement. Donc voilà, on a cette explosion, il y a bien sûr beaucoup de phénomènes qui expliquent cette révolution, cette explosion, mais néanmoins on a l'impression d'un contraste presque entre deux tableaux, vraiment en écoutant. Je vais sûrement pas arriver à synthétiser la journée, évidemment, mais je vais essayer de dire mes impressions globales en ayant écouté tout très attentivement, ou le plus attentivement possible. Un contraste entre deux grands tableaux, celui en fait d'une société complètement enfermée dans ses murs, donc d'artistes coupés de la scène internationale, comme ils ont été coupés du reste, par ce quadrillage de la société qu'on a évoqué à plusieurs reprises, mais des artistes coupés même de toute scène, en fait, de toute scène nationale comprise, au sens où la scène, c'est l'espace public. Il a été dit à plusieurs reprises, je crois par Delphine Leca, que l'espace public était saturé des portraits des chefs. Mais en fait, ça n'est pas un espace public. C'est justement le contraire de l'espace public, en tout cas au sens où l'entend Arendt, où un espace public, ça se construit dans les intervalles entre des individus, dans cet espace relationnel entre des individus, et qui devient un lieu d'émergence possible, d'apparition, comme dit Arendt, d'individus par leur action et par leurs paroles. En ce sens, il n'y a pas eu d'espace public, justement, pendant toutes ces décennies, il me semble, en Syrie. C'était bien ça le problème. Et du fait de cet état d'urgence, sur lequel est revenu Farouk tout à l'heure, qui explique aussi que cette coupure de toute scène internationale, de toute scène, de tout espace public, ait été aussi une coupure de toute mémoire historique, de tout temps historique même, et sous le coup de cet état d'urgence. Je crois que tout va vraiment ensemble. Alors avec des aspects très insolites, pour moi, par exemple, cet Office national du cinéma créé en 1964, qui montrait qu'une contestation existait, mais qu'elle n'avait aucune chance de trouver un public, c'est-à-dire qu'on laissait se faire des œuvres, qu'il y avait donc une création protestataire, ou en tout cas qui tentait de l'être, mais qu'elle ne pouvait pas parvenir à un public, qu'elle ne circulait pas. Il y avait donc une création sans circulation, ce qui me semble un phénomène très pervers et très singulier, vraiment. Peut-être je me trompe, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi je n'ai jamais rencontré ce cas de figure. Ça explique aussi ces espèces d'états d'intermittence de galeries,
d'œuvres, c'est-à-dire se crée une galerie un jour à tel endroit d'une manière très sporadique, elle disparaît. Et puis pour les œuvres, c'est un peu la même chose. On a parlé de certaines œuvres dans les années 60-70 qui sont comme ça apparues, qui ont déboulé comme un bulldozer pour l'une, je ne sais plus laquelle c'est, et puis qui a disparu après avoir pourtant traversé les frontières régionales, en tout cas. Je ne me souviens plus de l'artiste. Voilà, donc d'un côté, ce tableau d'une société coupée, hein, et de l'autre, ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire dans l'après 2011, hein, je force un peu l'antithèse, je reviendrai un petit peu après sur cette antithèse, c'est-à-dire avec l'ouverture forcée au monde de la Syrie et des Syriens, forcée par la guerre, mais forcée déjà, en fait voulue, et pas seulement forcée par la Révolution, puisqu'il me semble que la Révolution était essentiellement une revendication, pas seulement d'affirmation nationale et d'unité nationale, mais d'appartenance au monde. Je crois que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours frappée. Et que du fait de la gravité et de l'ampleur des crimes qui se sont déroulés au cours de cette guerre et de la répression de la Révolution, mais du fait aussi de cet exil qui était devenu une expérience de masse, on a eu cette ouverture au monde et cette expérience nouvelle massive, hein, d'une mobilité très, très particulière. Donc une existence désormais diasporique à côté d'une existence nationale, avec un espace polycentré pour aller vite. Et il me semble que cette situation nouvelle, elle se réfléchit dans cette espèce de pointe utopique que j'ai entendu dans le discours de Alma Salem, son concept d'infinité spatiale, qui est une manière de casser l'impossible, un désir d'être partout à la fois. Hein, je reprends ces formules. Au fond, quand le temps est un cauchemar, parce que ce qui s'est déroulé assez vite dans l'après de cette révolution, presque tout de suite à vrai dire, hein, et dans ces 8 interminables années de cauchemar véritablement, alors l'espace devient une espèce d'espoir en lui-même. C'est très frappant, je trouve, dans le discours d'Alma. La Syrie, notre Syrie nous a été retirée, nous allons en créer une autre avec cet usage du virtuel et de tous les lieux à la fois, comme si on pouvait faire feu de tout bois, réel et virtuel. Donc il y a là avec aussi la reformulation utopiste de l'idée d'hybridité de Homi Bhabha. Il y a une grande vitalité aussi, un grand envol dans ce parti pris que je pense véritablement utopique. Moi, j'aime beaucoup le devenir pigeon en regardant les drones russes. J'aime aussi beaucoup la boisson de la liberté. Enfin, je trouve qu'il y a une force de propulsion, de proposition, de cette imagination en liberté qui est déclenchée par l'utopisme, y compris au regard du marché de l'art et des constructions mémorielles. Cette idée de musée de la liberté, je trouve que c'est en effet une idée toute simple, mais dont on manque absolument. C'est-à-dire qu'à proportion qu'on construit des musées de la guerre et de toutes les atrocités qui ont pu exister, qui existent encore, on n'a pas en effet de musée de la liberté. Il me semble que s'il y a un musée de la liberté, il faudrait qu'un secteur humour en particulier des pratiques de détournement et alors je pense aux obus qui deviennent des WC, etc., des instruments de musique. Alors je crois que là, la Syrie aurait vraiment un rôle de champion dans ce musée-là, dans ce secteur-là du musée en tout cas. En tout cas, voilà, il y a une manière de transformer en providence, je dirais en aubaine, l'éclatement diasporique. Alors, il y a un peu quelque chose comme une fantaisie de triomphe dans cette utopie, à mes yeux. Et je voudrais revenir tout à l'heure sur peut-être certains points, mais d'abord revenir sur cet effet d'antithèse. On l'a relativisé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que cette grande rupture qu'il y aurait eu en 2011, on l'a relativisé en évoquant, comme l'a fait Farouk, l'épisode 2000-2003, la littérature contre l'oubli. Mais aussi, je pense que toute cette... ça a été dit à plusieurs reprises aussi dans les débats, l'expérience de la répression au long cours a été aussi une expérience de la résistance au long cours, une expérience des censures en amont, en aval, et une expérience de l'autocensure. Et je crois que dans ces formes d'intériorisation de la censure
que sont les formes d'autocensure, il y a aussi des formes de créativité. Il y a un écrivain qui s'appelle Daniel Okis, qui est un écrivain yougoslave, qui a réfléchi de manière magnifique sur cette manière dont l'autocensure fait créer, fait parfois écrire, produire des formes qui ne seraient pas parvenues en fait, à l'existence sans ces intériorisations de la censure. Donc je crois qu'il y a eu aussi une inventivité liée à la censure qu'il faudrait peut-être un jour analyser de très près, c'est peut-être déjà fait par certains. Et Franck Mermier a parlé d'une culture de l'ambiguïté. Je crois que c'est une expression un peu parente, enfin voisine, qu'il a utilisée. Et il me semble intéressant de travailler aussi sur cette culture de l'ambiguïté qui a pu exister dans un long cours et qui a pu, au fond, peut-être préparer cette fameuse hybridité d'aujourd'hui. Peut-être je vais trop loin en disant ça, mais il me semble que ce serait quelque chose à creuser. En tout cas, il me semble que l'expérience multiculturelle effective, quel que soit l'interdit d'expression dont elle a fait l'objet ou le formatage dont elle a fait l'objet, elle a été une préparation très claire et au long cours à ce grand maniement de l'hybridité aujourd'hui. En tout cas, on en est arrivé à exactement l'inverse de ce que Bachar, dans cette horrible phrase folle qui a été prononcée tout à l'heure, a dit en 2017, arriver à une société saine et homogène. C'est justement, je pense, y compris en Syrie, de toute évidence, ça n'existe pas. Ça, c'est l'utopie meurtrière par excellence, et ça ne peut évidemment pas exister. Et on en est arrivé à l'extrême inverse, à mon avis, en tout cas à l'échelle mondiale, c'est très clair. Bon, alors, deuxième point, un État réel, cet espace mondial institutionnel, au fond, il ne correspond pas à cette utopie, et on l'a dit, et c'est ça qui était très intéressant. Il y a un décalage, et c'est ça qui est bien dans l'utopie, bien aussi, il y a la réalité de cet espace polycentré. C'est une réalité très compliquée, avec des capitales qui ne communiquent pas forcément entre elles, on l'a dit à propos de Paris et Berlin par exemple, avec, comme l'a dit Jacques Perséquian, des manips, des spéculations liées à ce marché des États du Golfe qui était en plein essor au moment où la révolution a éclaté. Voilà, donc on a un État réel qui évidemment fait sa place à la spéculation, aux intérêts, et toute la question de la dépendance à l'égard des institutions étrangères me semble très importante. Un autre point, je reviens sur la question inquiète qu'a posée Abdallah, la question du public et de l'élite. Alors là, pour le coup, il me semble que ça reste un énorme problème. C'est-à-dire que comment partager l'art ici et là-bas, quand là-bas, ça continue. Est-ce qu'on peut véritablement partager Oui, on peut partager certainement des formes d'art qui peuvent circuler, mais on ne peut absolument pas les recevoir de la même manière. Alors, encore moins, bien sûr, un Français qui n'a pas vécu du tout l'expérience syrienne, mais je pense que là, l'expérience de l'exil crée une fracture et que ça rend difficile cette communication pour le coup, et ça pose ce problème que Sana disait de responsabilité de l'élite en des termes tout à fait nouveaux et très angoissants à mon avis, enfin très, très, très dramatiques aussi, je pense. Autre point, toute la question de cet art de la trace. Moi, j'adore le travail de Hazar. Je trouve que c'est très bien d'en avoir vu beaucoup comme ça à la fin. Je trouve ça magnifique. Et je trouve très, très remarquable qu'elle ait fait le choix de la gravure pour, comme elle dit, documenter la révolution syrienne. Documenter, c'est vraiment un tout petit mot par rapport à ce qu'elle fait réellement, qui est extraordinairement créatif. Et pourtant, oui, ça documente. Et pourtant, ça témoigne de la révolution, de la répression, de la résistance, du pire de la prison. Et là, je voudrais vraiment revenir sur quelque chose qui me semble important. L'art, c'est l'envol, c'est l'imagination, oui, bien sûr. Mais c'est aussi ce par quoi l'imaginaire se confronte à la réalité, à la pire réalité y compris, et permet de métaboliser des expériences vécues, y compris les pires, justement. En tout cas, aide à le faire.
L'exil fait partie de cette réalité, comme la révolution, comme la guerre, comme la prison. Chaque fois, c'est des expériences différentes. Et il me semble qu'il y a... alors moi, je parle de métabolisation plutôt que de résilience. J'aime pas non plus du tout le mot résilience parce que ça me fait penser... La résilience, c'est ceux qui prennent un coup et qui continuent de marcher quand même, hein, comme les objets, ou comme une vie continue d'aller son cours. Mais pour moi, la vraie question, c'est la métabolisation véritablement, c'est-à-dire c'est l'assimilation de l'expérience et qui ne peut se faire qu'à travers un travail qui va jusqu'au fond du corps, où le langage va vraiment dans l'intimité organique, psychique. Et ça, c'est un énorme travail artistique. Alors, moi, je suis impressionnée par la manière dont le fait Aza dans son évocation, pas seulement de la prison d'ailleurs, mais de l'ensemble. Et je suis aussi très impressionnée par le travail de Naja Al-Boukaï. Et ce qui me frappe dans ses œuvres, c'est à quel point, justement, on est à la fois dans la trace, dans la documentation d'expériences vécues, et dans l'évocation de quelque chose qui est autre. C'est-à-dire que dans l'expérience vécue, la fameuse expérience vécue, il n'y a pas seulement les faits qu'il faut attester, il y a une expérience de complète déréalisation du monde, complète étrangérisation de l'humanité, complète étrangèreté de soi au monde. Et moi, je suis frappée de la capacité qu'ont les œuvres que j'ai vues à Malakoff, au-delà de ces témoignages-là même, de rendre étrange. Je trouve que leur puissance évocatrice consiste souvent à étrangéiser l'ensemble de l'expérience humaine, en fait. Le monde, dans son ensemble, nous apparaît sous des formes étranges, et à mon avis, c'est une manière de ramener dans l'orbite des expériences humaines des expériences qui ont elles-mêmes été étrangéisées par le pire. C'est-à-dire là, on est vraiment dans l'expérience syrienne, pas seulement dans des histoires de répression, d'exil, etc. On est vraiment dans la désappartenance génocidaire. Et je pense que l'art syrien s'affronte à quelque chose de très singulier. Les Syriens ne sont pas les premiers, mais c'est rare. C'est une expérience rare qui ne se répète pas souvent, et malheureusement trop, et que là, il y a vraiment, je pense, avec cette désappartenance génocidaire qui crée vraiment une scission anthropologique, un travail artistique absolument singulier à fournir. Et je suis très impressionnée de voir des œuvres qui sont complètement dedans, en fait, qui ont d'emblée pris... alors peut-être c'est lié à la capacité d'imagination, elle-même liée à l'expérience révolutionnaire. C'est très possible. C'est-à-dire c'est le lien entre cette espèce de séquence qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit pas ailleurs, en fait, quand il y a un génocide, entre révolution et génocide, qui fait que la réalité génocidaire est, elle aussi, évoquée à l'aide d'une imagination débridée. On le voit avec Aza, lorsqu'elle se sert de l'ogresse, par exemple, elle crée une ogresse pour parler des armes chimiques. On le voit avec Naja Al-Boukaï, lorsqu'il redispose sur une page seule, entière, toutes les scènes d'incarcération et de torture, en transformant ça en un tableau infernal, avec cette saturation terrible des formes. On est dans un autre enfer de Dante. Voilà, donc je ne voudrais pas être trop longue, peut-être pour finir... ah oui, la baleine aussi, voilà, typique, la baleine. C'est-à-dire que c'est incroyable de faire ça, je trouve. Qu'est-ce que c'est cette baleine ? J'y comprends rien, moi, en fait, cette baleine. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le désir de sortir de la prison, la perspective d'en sortir, pas seul, mais à plusieurs. La puissance de la baleine bleue, elle est profondément liée au collectif féminin qui va pouvoir habiter le dos de cette baleine. Je trouve ça vraiment incroyable comme invention. Dernier petit point, je voudrais peut-être revenir justement sur la question de la révolution. Ce qui me frappe aussi, au fond, peut-être que le plus difficile, donc, c'est pas, si en tout cas on voit toutes ces œuvres, c'est pas de faire trace, c'est pas de faire témoignage, c'est pas non plus de faire œuvre
même si on fait témoignage, il n'y a pas de contradiction pour moi dans les termes du tout, et tout ça, c'est bien des actes de résistance. Peut-être la grande difficulté, c'est de renoncer à l'expérience révolutionnaire, en fait, en tant qu'expérience de l'imagination et du temps qui commence éternellement, à ce commencement sans fin. Peut-être c'est de renoncer à ce que Cécile Brooks a évoqué, la visibilité de la scène de la révolte. Comment un artiste peut renoncer à cette expérience extraordinaire d'avoir été visible dans la rue, avec le peuple, en groupe. Ça me semble vraiment très difficile de faire son deuil de ça. Et il me semble que si les artistes sont en première ligne, en effet, aujourd'hui, comme le disait Cécile, ça suppose aussi qu'ils fassent leur deuil de cette histoire-là, le deuil de ce présent-là, de l'expérience révolutionnaire. Et à la fois, on n'a pas du tout envie que les artistes fassent le deuil de ça, parce que nous, on dépend d'eux, nous, les Français, nous, les gens voilà, qui ne sommes pas passés par toute cette séquence terrible. On espérait quelque chose, on espérait dans cette révolution, parce que espérer dans cette révolution, c'était espérer quelque chose de notre monde. Je suis un peu saisie, je voudrais évoquer pour finir peut-être l'image que Arendt là encore utilise à propos de la révolution. Elle parle du trésor perdu, elle évoque le trésor de la révolution qui émerge régulièrement. Elle évoque la révolution américaine, la révolution française, la révolution hongroise, et puis elle disparaît, elle réapparaît et elle disparaît, elle dit un peu comme une fée Morgane, hein. Et on est évidemment, lorsqu'on regarde l'art syrien, tout le temps en train de réclamer la réapparition du trésor perdu, en train de se dire, c'est là, c'est eux, ils l'ont touché, il est là, le trésor. Donc la grande difficulté après, ça va être de raconter cette histoire sans en faire totalement une histoire terminée. C'est-à-dire en restant fidèle à ce présent-là de la Révolution, qui est aussi le présent de l'art, à mon avis. S'il y a bien quelque chose qui restitue un présent, c'est l'art qui peut restituer un présent. Voilà, excusez-moi, j'étais trop longue. Merci, bravo.